c'est donc la dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche prochain, les élections européennes. Mais dernière ligne droite, pour certains, elle est assez courte. Voici le calendrier. Donnons-le jeudi 22 mai, voteront les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Le 23 mai, vendredi, l'Irlande. Et le premier tour de la République tchèque. Le samedi 24, c'est au tour de Chypre, de l'outre-mer française, de la Lettonie, de Malte, de la République tchèque, deuxième jour, et de la Slovaquie. Et dimanche 25, tous en chœur, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, la Grèce, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Suède. Quelle liste? Dites, Catherine Chattignoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes une de nos invitées ce matin, journaliste au service international du journal Les Échos, spécialiste de l'Europe, et vous publiez l'Europe au banc des accusés pour en finir avec les idées reçues chez Plan, avec votre camarade Renaud Honoré. Dites, il n'y a pas un petit problème d'organisation pour les fuites? Ce serait trop beau si tout le monde votait le même jour, franchement. On serait Parce qu'on va tous vouloir savoir ce que le Royaume-Uni aura voté le 22 mai. Je sais pas. Pour voter dimanche. Oui, il y a peut-être un risque, effectivement, qu'il y ait quelques fuites sur les premiers résultats sortis des urnes. À part le Royaume-Uni, les autres sont de petits pays, pour je crois, tous ceux qui votent. Allez dire ça aux pays, aux Irlandais, ça ne se fait pas. Aux Tchèques. Attendez, vous y allez fort. Ça ajoutera un peu de piquant, après tout. Les gens peut-être se décideront à voter, ne sait-on jamais. Et oui, parce qu'il ne faudrait pas que le vote d'un pays, éventuellement, influence l'autre, alors que ce serait peut-être ça, au fond, l'enjeu européen, que les pays dialoguent, y compris à coup d'urne interposée. Si on sait que le UKIP, le parti eurosceptique britannique, est numéro 1 ou est en très bonne position au Royaume-Uni, quelle réaction en France? Je ne sais pas, en fait. Je suis bien embarrassée pour vous le dire. L'Europe au menu des matins de France Culture dans cette première partie, et puis dans la deuxième partie, parce qu'au fond, tout cela semble extrêmement lié. Toutes les questions d'économie, il y a aussi, on le voit, le traité transatlantique, et puis la fameuse réforme territoriale que le président de la République a décidé d'accélérer en même temps que le calendrier des élections européennes, voulant remettre sur l'ouvrage ce fameux millefeuille souvent contesté, débattu, dont certains disent qu'il n'aura jamais lieu, et qui est souvent lié, Gérard-François Dumont, aux questions européennes, parce qu'il est dit que s'il nous faut réduire le millefeuille, c'est parce que d'autres l'ont déjà fait mieux, plus rapidement et surtout avant nous. Bien, ça reste encore à démontrer. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une analyse comparative. Ce que l'on constate dans les autres pays d'Europe, c'est que partout il y a des petites régions, des régions moyennes et des grandes régions, et que le découpage régional est le fruit de l'histoire et de la géographie. Et aucun pays d'Europe aujourd'hui n'envisage de revoir son découpage géographique. Donc on dit aussi souvent que les régions françaises seraient plus petites que les autres régions. Je rappelle que les 21 régions de France continentale ont une superficie moyenne qui est supérieure à la superficie moyenne des Länder allemands. Si je regarde la région française... il y a donc un truc qu'on fait plus grand que les Allemands. Voilà, et oui. Si je regarde la région française la moins peuplée, qui est le Limousin, partout, en Espagne, en Italie, bien sûr en Allemagne également, j'ai des régions qui sont moins peuplées que le Limousin. Alors, nous y revenons dans la deuxième partie sur ce sujet-là, et je sais que notamment Thierry Pêche aura des choses à vous dire ou à vous demander. Catherine Chattignoux, cette Europe au banc des accusés. Regardez, hier encore, tout le monde commentait ce fameux sondage IFOP paru à la une du journal du dimanche, disant qu'il y avait finalement un Français sur deux était mécontent de l'Europe. Et tout le monde s'est attaché à dire qu'un Français sur deux était mécontent. Mais ça veut dire qu'il y a donc un Français sur deux qui est plutôt content. Oui, mais c'est moins qu'avant. C'est vrai que c'est moins que jadis. Il y a longtemps eu une espèce d'acceptation tacite de l'Europe finalement. À l'époque où on ne demandait pas grand-chose aux gens, ou peut-être l'Europe était moins connue, où il n'y avait pas la crise. Aujourd'hui, les gens donnent leur avis et effectivement, il y a de bonnes raisons d'être mécontents de l'Europe. Il ne faut pas le nier. Je veux dire, on avait promis aux gens une Europe prospère, un grand marché, peut-être une union politique, et puis une Europe qui protège également. On ne sait pas bien de quoi, mais on leur avait vendu ça. Ils se retrouvent avec une Europe qu'ils jugent ouverte à tous les vents, un peu à l'immigration, aux produits de la mondialisation, une crise majeure. Franchement, il y a de quoi douter un peu, non? Alors, ça veut dire qu'il y a de quoi douter de ce que finalement le projet initial est dévoyé, détourné c'est-à-dire c'est toujours pareil, il est aux mains de tant de gens qu'il est complexe à mettre en œuvre. Et donc, il y a des erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des États, vraiment beaucoup d'erreurs de la part des États qui sont avant tout les responsables de l'Europe qu'ils construisent. Donc, ils ont fait beaucoup d'erreurs ces dernières années. L'élargissement n'a pas été suffisamment anticipé, préparé.
Et l'élargissement est inéluctable puisqu'on ouvre l'Europe à des pays européens, il n'y a quand même rien de plus naturel. Simplement, quand on l'ouvre à la Roumanie et à la Bulgarie, probablement il faut davantage le penser, y réfléchir sur l'impact en termes sociaux, sur le dumping social. Tout ça, c'est fait sans véritable réflexion. L'euroscepticisme, il faut le dater de quand? De son amplification, notamment avec la crise, les 5 ans de crise économique, ou est-ce qu'il faut remonter à plus longtemps? Écoutez peut-être cette archive. Le premier eurosceptique, finalement, c'était peut-être lui, le 14 décembre 1965. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Voilà, question du Gérard de Gaulle. Comment sont-elles, Catherine Chattignoux? Zegler, c'est le premier, le plus le plus souverainiste de nos présidents. Enfin, on a commencé avec un malentendu sur l'Europe. Monnet avait négocié un traité intégrationniste fédéraliste, quand même, dans son essence. Et de Gaulle est arrivé, là plus ou moins quand même avec la politique de la chaise vide, là pour le coup l'a dévoyé pour la première fois. Et puis ça n'a plus cessé entre la vague souverainiste, enfin le courant souverainiste, le courant européen, si on peut dire. En France, ça n'a jamais cessé. Et Maastricht, souvenez-vous, est passé de justesse. Donc il y a quand même toujours eu une espèce de méfiance vis-à-vis de cet euro. On oublie que l'euro, le franc était une monnaie hyper faible, qui était attaquée tout le temps. On était obligé d'avoir des taux d'intérêt très élevés pour essayer de s'approcher du marque. Enfin, et on a une monnaie aujourd'hui qui est stable. On dit qu'elle est trop forte, mais enfin elle a le mérite d'être forte, qu'elle est un peu trop, c'est certain. Donc les gens ont quand même mauvaise mémoire. On n'a pas fait l'euro pour faire plaisir aux Allemands. Ce sont eux qui se sont plutôt délaissés de leur Deutschmark qui lui était très très fort. Mais quelles sont les vérités dans ce que vous repérez, vous, entre les idées reçues, les clichés, et puis tout de même ce qui est vrai, hein. Alors, il y a la liste des accusations, vous les en faites, il y a 9 griefs, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais le premier, hein, l'Europe est un monstre antidémocratique. Vous vous attachez à dire qu'il y a peut-être un peu de vrai, mais qu'il n'y a pas que du vrai dans cette assertion-là, tout de même. Bien sûr. D'abord, il y a des problèmes en France, parce qu'on peut dire que le système est totalement démocratique, totalement transparent, que le gouvernement est correctement contrôlé par le Parlement. Bien sûr que non. Donc au niveau européen, c'est un système relativement équilibré sur le plan institutionnel. La Commission est responsable devant le Parlement. Le président de la Commission est nommé par les chefs d'État et de gouvernement. Donc la légitimité de la Commission découle de celle des chefs d'État et de gouvernement. Donc le système est relativement équilibré démocratiquement. Maintenant, c'est vrai que l'Europe est lointaine, que les parlements nationaux n'ont jamais pris la peine de s'intéresser à ce qui se passait à Bruxelles. Donc tout ce qui tombe de Bruxelles leur tombe sur la tête toujours de façon inopinée. Donc c'est vrai qu'il manque probablement un lien, surtout maintenant avec la zone euro, entre les parlements nationaux, le gouvernement de la zone euro. Tout ça n'est pas très connecté. Mais en Allemagne, avant chaque passage de Merkel au Conseil européen, il y a un débat au Parlement, le Bundestag discute, donne même un mandat à Mme Merkel. Si le système n'est pas le même en France, ce n'est pas de la faute de l'Union européenne. Oui. Est-ce que ces élections, le scrutin en tout cas pour nous dimanche prochain, peut marquer un tournant, si ce n'est par son résultat, ou l'abstention, ou le score du Front National, mais est-ce qu'il peut tout de même marquer un tournant, ce scrutin-là, dans l'histoire des élections, avec le fait que les citoyens européens élisent directement le président de la Commission? Ils l'éliront indirectement. Je pense que c'est un tournant. En tout cas, c'est le pari du Parlement européen qui voudrait que le candidat du parti qui arrive en tête soit désigné par le Conseil européen comme étant le futur président de la Commission. Donc il y aura une majorité parlementaire pour le soutenir. Donc c'est une révolution. Il faut encore que le Conseil européen joue le jeu. Et que jusqu'ici, c'est pas évident, puisque c'est un coup de force quand même du Parlement. Vous avez vu ce qu'a déclaré hier Herman Van Rompuy, qui éventuellement ils iraient voir ailleurs que chez les heureux vainqueurs de dimanche. Là, ça donne à nouveau un coup porté contre la crédibilité du scrutin de ce dimanche. On verra bien. Ça va être très intéressant et on verra dans quelle mesure le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement va quand même il va falloir qu'il joue fin. Parce que s'il ne prend pas un des deux candidats désignés par le suffrage universel, il va falloir quand même qu'il s'explique devant l'opinion publique à qui on a expliqué tout le contraire. On a l'impression, en voyant la campagne européenne cette année, que pour la première fois, les candidats font campagne
hors de leurs frontières. Est-ce qu'il faut en déduire quelque chose d'important là aussi? Oui, vraiment, c'est important. Nous, on a vu, à la limite, on entend plus Martin Schulz ou Jean-Claude Juncker que, je sais pas, la tête de liste. Enfin, Lamassoure, on l'entend un petit peu, mais du côté des socialistes, franchement, c'est silence radio. Enfin, donc c'est bien parce qu'il peut se forger comme ça une sorte d'opinion publique européenne, ce qui nous manque tant, puisque cette Europe est tellement désincarnée et manque de chair et de personnages aussi à soutenir éventuellement ou à détester, je ne sais pas. Monsieur le géographe Gérard François Dumont, quel exemple donner d'un lieu qui serait fortement européen et qui redonnerait, on pourrait dire, un peu de glamour pour une campagne et un sujet qui en manque souvent? En fait, le lieu qui était fortement européen a refusé de l'être. C'était la Sarre. Ce qui était prévu effectivement au moment de la fondation de l'Europe, c'était de faire de la Sarre, c'est-à-dire un territoire que la France et l'Allemagne se sont disputés pendant 3 siècles, le territoire fédéral de l'Europe. Mais, comme vous le savez, par référendum en 1955, les habitants de la Sarre ont voté leur attachement à l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, les institutions européennes seraient très largement dans la Sarre et Sarrebruck serait la capitale de l'Europe. Donc, en revanche, en ce qui concerne les lieux, il y a surtout, si vous voulez, beaucoup de représentations. Si vous prenez par exemple Roland de Roncevaux, vous le trouvez dans tous les pays d'Europe. Vous le trouvez sur la place centrale devant la mairie de Riga en Lettonie. Donc vous avez beaucoup de symbolique européenne quand vous parcourez les différents territoires européens qui montrent bien qu'il y a une identité européenne. Quel est pour vous, Catherine Châtignoux, l'argument eurosceptique qui serait le plus à débattre? L'Europe se mêle de ce qui ne la regarde pas, l'Europe est l'ayatollah du libéralisme économique, l'Europe ne se préoccupe pas de ses citoyens, l'Europe est aux mains des lobbies, l'Europe ne protège pas de la mondialisation, ou l'Europe est dirigée par des nuls. Il y a le choix, à vrai dire, je ne sais pas, peut-être... Qu'est-ce qui est le plus vrai et qu'est-ce qui est le plus faux? C'est compliqué. L'ayatollah du libéralisme, c'est un fait qu'elle a été libérale, parce que les gouvernements qui l'a composée ont été à un moment majoritairement libéraux, et la Commission a été à son image. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a eu à un moment une dérégulation, après un excès de la finance. Bon, on ne peut pas nier que cette Europe est plutôt d'essence, elle est d'essence libérale, elle a été plutôt orientée d'un point de vue libéral. Avec là la crise, on est revenu, c'est toujours un peu comme ça l'histoire économique. Là on redonne on remet un coup de serrage de vis sur la surveillance, la discipline budgétaire. Enfin, on essaie de redonner un petit peu de cohérence à tout ça, mais il peut aussi, là, le Conseil est en train de s'orienter plutôt au centre. Enfin, on peut imaginer un basculement ou un recentrage de la prochaine Commission, et ça changerait quand même un peu les choses. Du point de vue de l'austérité, on a vu que tout s'est joué à peu de choses, mais on a fait des politiques d'austérité trop radicales, trop brutales. Il y avait la pression des marchés, évidemment, mais on aurait pu après assez vite revenir à quelque chose d'un peu plus cohérent. On était en récession et on en remettait une couche, etc. Alors peut-être que là, il y a eu une tendance à y aller un peu fort quand même. On a un peu utilisé le marteau, non pas pour tuer la mouche, parce que c'était une grosse guêpe, mais enfin, on y était un peu fort de ce point de vue-là, je pense. Est-ce que la réclamation et la demande de ce que l'Europe et les débats autour de l'Europe deviennent plus politiques, selon vous, pourrait être la solution? Et surtout, est-ce que ces temps-là sont enfin arrivés? Après tout, à votre place ici, il y a 15 jours, 3 semaines, Georges Bertoin s'exprimait, qui était aux côtés de Jean Monnet au moment fondateur de cette Europe, disait non, nous ne pouvions pas. Il entendait la critique, ça n'a pas été politique. Il disait nous ne pouvions pas, 5 ans, juste après, imaginez le contexte, la Seconde Guerre mondiale, agiter l'argument du politique parce qu'à ce moment-là, le politique faisait peur et rappelait trop ce qui avait été au fond au départ et qui avait déclenché la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui le temps est davantage venu? Écoutez, je suppose, c'est ce que disent les politiques en tout cas, si on veut intéresser davantage les gens, si on veut faire vivre cette Europe, probablement il faut plus d'enjeux politiques. En même temps, pour harmoniser, pour faire un marché unique, pour faire une monnaie unique, il faut des règles. Et ça, c'est pas de la politique, c'est pas « oh, s'il vous plaît, donnez-moi un an de plus ». C'est accepter, reconnaître, respecter ses engagements, tenir ses promesses. Et ça, il faut une commission un peu technocratique pour faire marcher On ne peut pas y échapper. Non, ça c'est impératif. Non, et c'est parce qu'elle existe, elle n'est pas assez forte. S'il y a eu tant de dérives, c'est parce que la Commission n'a pas été suffisamment forte, les États n'ont pas été assez disciplinés. Si on faisait de l'intergouvernemental, on n'arriverait jamais à ça, parce qu'il faut un vigile, il faut quelqu'un qui oblige les États à tenir leurs propres engagements. Alors, quid du fédéralisme?
Jeudi dernier, les écologistes, par exemple, se prononçaient en faveur d'une Europe fédérale et démocratique, mais c'est un objectif qui ne figure pas dans leur programme de campagne en toutes lettres. Même on a vu Verhofstadt, qui est quand même le représentant de ce courant. Et du groupe Spinelli. Voilà, eh bien... lui, non. Mais enfin, dans son entourage, non, mais on n'a pas parlé de fédéralisme, on parle d'intégrationnisme. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a le fédéralisme honteux, on n'ose pas le dire. À un moment, on disait plus qu'on était féministe, maintenant, on ne peut pas dire qu'on est fédéraliste, tellement c'est un gros mot. Donc si, le fédéralisme, pour certains, représente la solution, puisqu'on est au milieu du gué. On a fait un peu, pas suffisamment pour ne pas, finalement, faire d'erreurs, mais on n'est pas encore tout à fait suffisamment intégré, unifié, pour tirer profit de cette Europe. Ce fédéralisme, monsieur le géographe, il a un contour, et lequel? Ce serait un fédéralisme des pays, un fédéralisme des régions, puisqu'on va parler de millefeuille tout à l'heure, et que les deux sujets sont extrêmement liés. C'est là où ça rejoint effectivement un vrai débat, c'est-à-dire ce fédéralisme, est-ce que ça doit être une Europe des États ou une Europe des régions? Et c'est pour ça que lorsqu'on étudie l'organisation régionale des différents pays d'Europe, on se rend compte qu'il y a des diversités tout à fait considérables et qu'il est impossible de construire une Europe des régions, puisqu'on a des régions qui sont vraiment des États fédérés dans le cadre de pays fédéraux comme l'Allemagne, et puis il y a d'autres territoires européens où les régions ne sont que des instances administratives qui ont été créées pour satisfaire les besoins de la politique de cohésion de l'Union européenne. Et il y a des régions qui veulent faire sécession également. En plus, il y a des régions qui veulent faire sécession. La Catalogne ou le nord de l'Italie. Ce qui va être très important, c'est le vote de l'Écosse. Parce que le vote de l'Écosse va avoir des effets considérables sur l'attitude des autres régions. À 8h15, le débat sera introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, le débat que je vous propose, c'est le suivant. Dans le but de mobiliser les électeurs, les grands partis européens, on l'a entendu, ont choisi de politiser ces élections en exigeant que le président de la Commission soit le candidat du parti arrivé en tête. Mais enfin, la vocation d'un exécutif confédéral est-elle vraiment d'être ainsi politisée ? Voilà. 8h16, c'est votre chronique Brice Couturier. Bonjour Marc. C'est bien commode l'Union européenne si elle n'existait pas. Sur qui les gouvernements européens défaillants pourraient-ils se défaire de leurs propres échecs ? Prenez la crise grecque. En 2008, Constantin Karamanlis fait un bon bilan de son gouvernement. Certes, il laisse un déficit de 6% de PIB, mais c'est en voie de réduction grâce à des rentrées fiscales prometteuses. Eh bien, son rival, Georges Papandréou, élu, refait, lui, les comptes et en réalité, le déficit grec est proche de 13% de PIB. Les recettes fiscales sont très insuffisantes parce que 20% de l'économie a basculé dans le gris. Il faut à la Grèce un prêt d'urgence de 53 milliards, sinon le pays dépose son bilan. En tout, l'aide à ce pays se chiffre aujourd'hui à 240 milliards d'euros. La faute à l'Europe. Prenez la crise espagnole. Lorsqu'elle éclate, le pays présente une dette publique très raisonnable, autour de 60%, mais il est atteint par l'éclatement de sa bulle immobilière. Les prix de l'immobilier sont comme les autres, ils ne montent jamais jusqu'au ciel. Le pays souffrait en outre d'un des marchés du travail les plus rigides du monde, legs du paternalisme franquiste. La faute à l'Europe. À nous maintenant. Notre dette se creuse et les seuls intérêts nous coûtent chaque année plus cher que le budget de l'éducation nationale. Elle va atteindre cette année 1950 milliards, soit 95% du PIB. Nos exportations déclinent régulièrement, nous sommes incapables de respecter les engagements auxquels nous avons souscrits en échange des grands avantages que nous procure la monnaie européenne. Si notre compétitivité s'érode, ce n'est pas pour cause d'investissements insuffisants, de prélèvements sociaux bien trop supérieurs à ceux de nos voisins. Non, c'est la faute de l'Europe. Le pouvoir d'achat stagne et va probablement entamer sa descente, mais ce n'est pas la faute de dirigeants incapables de mener les réformes qui demanderaient un tout petit peu de courage politique. Non, c'est la faute de Bruxelles, de la Commission ou alors d'Angela Merkel. Durant 4 ans et 11 mois, nos dirigeants nationaux nous répètent qu'ils ne portent aucune responsabilité et que tout irait beaucoup mieux si Bruxelles nous laissait dépenser davantage, si la Commission acceptait d'ajouter une petite couche de dette supplémentaire à nos dettes nationales, que nos exportations se rééquilibreraient automatiquement si Francfort laissait l'euro dégringoler au niveau du dollar. Sans oublier ceux qui tentent de faire fructifier leur petit capital électoral en agitant chaque fois un nouveau monstre du Loch Ness. Souvenez-vous, en 2004, les accords du GATT, ils s'apprêtaient à enterrer notre industrie du cinéma, avec l'exception culturelle tout entière. En 2009, c'était au tour de la directive Bolkestein de menacer nos artisans d'une invasion de plombiers polonais. Eh bien, cette fois-ci, c'est le tour du traité transatlantique qui va déposer dans nos assiettes le fameux poulet à l'eau de Javel. Enfin, il faut bien que l'extrême gauche se refasse sur le dos de l'Union. Et puis soudain, le mois de mai de la 5e année, on s'aperçoit qu'en faisant porter à l'Union européenne
la responsabilité de tous nos échecs, de notre préférence bien française pour la remise des réformes inéluctables à demain, eh bien on risque d'envoyer à Strasbourg un contingent exagéré d'adversaires du projet européen lui-même. Alors, on feint de croire qu'il existerait un fossé idéologique entre une commission sous présidence Martin Schmitt et celle que présiderait Jean-Claude Juncker. Le coup des ténèbres et de la lumière, l'ange terrassant le dragon du mal. Allons, reprenez-vous, c'est un artifice pathétique. Il n'y a pas l'épaisseur d'une page de la Pléiade entre le programme du social-démocrate allemand et celui du social-chrétien luxembourgeois. Pourquoi vouloir transposer in extremis notre démocratie de confrontation très française et assez artificielle dans une enceinte régie par la démocratie de négociation, pour emprunter à Jean-Louis Bourlange? Dans un système confédéral, il est maladroit de chercher à imposer une politisation excessive de l'exécutif. Comment un État membre qui a majoritairement voté à gauche accepterait-il de se voir imposer une politique définie par une Commission européenne qui est à droite, et réciproquement? Le Conseil fédéral suisse est composé selon une formule magique qui ménage toutes les principales composantes politiques de la Confédération. L'UE, me semble-t-il, a tout intérêt à en faire autant si elle ne veut pas devenir encore plus impopulaire. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Qui réagit à la chronique en premier? Je vois. Moi, je vous ai vu attentive. Catherine Chatignou. La seule chose pour la politisation de la vie politique européenne, de la vie européenne, le problème c'est qu'effectivement au Parlement, la plupart, enfin vraiment une grosse majorité des lois, des directives sont votées par des grandes coalitions. Ce que vous expliquez très bien dans le livre, voilà, et pour déconstruire quelques clichés, notamment celui des lobbies aussi. Oui, ça c'est très ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de confrontation. C'est-à-dire selon les sujets, et la plupart du temps, on vote ensemble. Donc si on politise, toi t'es de droite, toi t'es de gauche. En fait, on vote sur du compromis. On vote sur du très compromis régulièrement. en permanence. En permanence. Oui, Thierry Pech, vous voulez. Oui, je réagis, mais je pense que c'est la pire des manières de défendre l'Europe, ce qu'on vient d'entendre, Brice. C'est-à-dire que je pense que si on commence à dire elle est innocente, tout va bien, c'est comme si pour défendre la nation, il fallait toujours la trouver belle. Non, la politique, c'est aussi de débattre sur les objets. Et on peut aimer l'Europe et la souhaiter différente. Et je voudrais juste une observation. Ce qu'a dit Catherine Chatignou tout à l'heure, elle a dit très justement. Il y a eu une orientation de la politique économique européenne à Bruxelles qui a été assez libérale à un moment donné. Elle l'est devenue moins, mais personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, personne n'a assumé le virage politique. La politique, c'est aussi d'assumer les moments de virage, de dissensus, etc. On a le sentiment qu'à Bruxelles, tout le monde est toujours d'accord. Mais non! Heureusement que c'est pas comme ça. Et il faut pas que ce soit comme ça. Il faudrait qu'on dise, et c'est pour ça que moi je pense que le face-à-face Schulz-Juncker a quelque chose d'important, d'intéressant. C'est qu'on voit bien qu'on a le choix. La démocratie, c'est des choix, ce sont des alternatives. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de politique. Et je pense que c'est vraiment la pire des manières de défendre l'Europe. Oui, mais l'Europe n'est pas un État, donc il ne peut pas y avoir une majorité et une opposition, comme quand on dirige une démocratie comme la France. C'est une confédération. Regardez quand l'UMP dit stop au socialisme, d'ailleurs c'était assez amusant, le Parlement n'est pas du tout socialiste, mais il y avait un Parlement qui avait une couleur politique, le PPE était dominant, et il a applaudi aux décisions de la Commission pendant longtemps. Comme on vient de le voir, comme on vient de l'entendre, le Parlement gouverne par des coalitions d'idées, pas par des oppositions frontales droite-gauche comme en France. Il n'y a pas une opposition qui refuse systématiquement les propositions de la Commission, comme ça se passe en France. On a vaguement des invités que je voudrais tout de même entendre, Gérard François-Dumont et Catherine Chatignou sur ce débat. Sur ce débat, je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui de subsidiarité. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les opinions publiques européennes ont une certaine crainte devant l'évolution de l'Union européenne, c'est qu'elle ne respecte pas un principe qui est pourtant dans les traités, qui est celui de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'au niveau des décisions de l'Union européenne, on doit s'intéresser à ce qui est commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais ne pas vouloir discuter de problèmes de détail qui peuvent être résolus à un échelon inférieur. Je vais donner un exemple que j'ai connu d'un ancien président de la Commission européenne. Un jour, on lui présente sur son bureau, sur son signataire, une directive afin de décider dans toutes les communes de l'Europe quel jour on n'allait pas avoir le droit de tondre ses pelouses. Et vous voyez, c'est cet exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, on a aussi un certain nombre de propositions parce qu'on a aussi un certain nombre de pro-européens qui ne sont pas pour un État fédéral, mais qui sont pour un État unitaire. Et donc, ils oublient cette dimension qu'il faut laisser au territoire gérer des problèmes qu'on peut gérer à un niveau inférieur. Catherine Chatignou. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'Europe, d'abord, c'est un marché unique. Et si vous voulez vendre partout en Europe, il faut
des règles communes, des normes communes, des standards communs. C'est pour ça qu'il y a eu tant de directives, parce qu'il faut que les camions aient les mêmes, je sais pas, le même système de roues. Et ce sont les producteurs généralement qui sont demandeurs, parce qu'ils veulent pouvoir vendre leurs produits dans les mêmes conditions de concurrence en Slovénie ou en Autriche, et que leur chocolat, ce soit bien du chocolat, et qu'on ne veuille pas vendre du chocolat ailleurs, qui soit moins bien fait ou moins bon avec d'autres critères. Donc cet aspect d'harmonisation, c'était vraiment un des objectifs premiers de l'Europe. On ne va pas dire aujourd'hui, l'Europe a fait trop de directives, c'était son but, c'était son objectif. Alors maintenant qu'aujourd'hui, surtout avec la crise, on trouve qu'elle s'occupe un peu trop de détails, c'est une chose. Mais très souvent, les États, le Parlement en rajoutent une couche et une couche. C'est-à-dire qu'au moment de la transposition, vous avez le texte de Bruxelles qui est plus ou moins détaillé. Et puis à Paris, boum, ah bah oui, mais là, il faut que je rajoute. Ah, on m'a demandé quoi? Hop, il rajoute une épaisseur ou un clou de 12, je sais pas quoi. Bon, donc, il faut pas. Là encore, faisons la part des choses. Mais tout en faisant France, on est des spécialistes de ça. Et tout en faisant porter la responsabilité sur l'Europe, c'est Bruxelles. Et après, on désigne Bruxelles. Qui empêche les jeunes de monter sur les escabeaux. Quand l'on demande qu'au fond, l'Europe soit plus politique et que la politique revienne au centre des débats pour conduire les affaires européennes, elle risque de le devenir, mais d'une drôle de façon. Si les partis eurosceptiques l'emportent, la une de l'opinion aujourd'hui, le journal de Nicolas Bétou, alerte tout de même, il n'est pas le seul, mais avec un titre un peu provocateur, ce séisme annoncé que personne ne veut voir, hein, sans doute le Front National peut-être sera-t-il placé en tête aux élections européennes, juste devant l'UMP, et de citer l'article de Ludwig Vigogne, cette phrase d'une parlementaire, d'une tête de liste, pardon, UMP, qui explique ceci. Qui sera la victime si le Front National arrive en tête dimanche? Cette parlementaire UMP explique que la première victime en sera la France. Pour nos partenaires, la construction européenne est d'abord une idée française. Elle n'a avancé que parce que nous en étions le moteur et soutenu par les Allemands. Si le parti qui veut détruire l'Europe est en tête le 25 mai, cela affaiblira la France. Est-ce que vous partagez cette opinion, Catherine? Sur le plan politique, c'est une évidence. C'est vraiment le ratage quand même de la politique européenne de la France. Honnêtement, nos dirigeants n'ont pas été brillants quand même à la promouvoir, à la défendre. Bon. Maintenant, au Parlement, sur le plan politique, là, l'impact sera moindre. C'est-à-dire que même s'ils sont quand même, ils peuvent être 150, je crois, jusqu'à 150 élus, alors eurosceptiques de tout poil, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et leur problème, c'est qu'ils sont isolés. Aujourd'hui, là, ils tentent autour de Marine Le Pen de faire un parti, de créer un parti. Il faut, je crois, 7 partis différents, 25 élus. Eh bien, pour l'instant, ça tiraille, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que ce sont quand même des nationalistes, des souverainistes, ils ont chacun leur histoire, leur idéologie. Donc, leur influence au Parlement, leur influence négative, elle sera peu visible parce qu'ils veulent toujours en ordre dispersé. Oui, mais le symbole, en revanche, plus que le symbole, la réalité éventuellement d'un chef. Mais c'est clair que là, c'est vraiment l'échec de la politique européenne de la France, qui n'a pas de vision. C'est vrai qu'il y a une division profonde en France. On ne sait toujours pas ce qu'on veut faire de cette Europe. Est-ce qu'on veut faire quelque chose d'intergouvernemental? C'était un peu la vision un peu néo-gaulliste de Sarkozy. Est-ce qu'on veut en faire une Europe plus intégrée? J'avais cru comprendre que c'était la vision de François Hollande, mais on ne l'entend plus du tout. Gérard, je crois qu'effectivement, François Dumont. le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens ne savent pas quel est l'objectif de l'Union européenne. Il y a eu une première période qui, en fait, était très politique. C'est-à-dire que tant que l'URSS existait, le regroupement d'un certain nombre de pays d'Europe, c'était de montrer leur opposition politique à l'idée de devenir des démocraties populaires. Donc jusqu'en 1990, le signe politique de l'Europe, il était extrêmement clair. Il s'agissait bien d'assurer des pays démocratiques et libres face à des pays qui, à l'Est, ne l'étaient pas. Et depuis 1990, on n'a pas reposé la discussion pour savoir quel est l'objectif de l'Union européenne. Est-ce que son objectif, c'est d'être, comme nous le disions tout à l'heure, une fédération, une confédération, un État unitaire, une Europe des régions? Et donc, moi, à mon sens, la discussion absolument fondamentale serait de faire ce que j'appelle une pause active. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait savoir quel est le discours que l'on tient sur l'Union européenne et ce que l'on souhaite en faire. Et on le voit bien à travers d'ailleurs les positions de l'Union européenne au plan international. Comment construire même un État fédéral alors que même sur la question du Kosovo, les pays de l'Union européenne n'ont pas pris la même position.
Brice Couturier. Oui, il faut relativiser quand même cette montée en puissance des partis europhobes, parce qu'en réalité, elle s'inscrit, comme le rappelle Dominique Régnier dans une interview aujourd'hui aux Échos, dans un contexte de défiance à l'égard de la classe politique, des classes politiques européennes, de manière très générale. Et il cite ce chiffre, 71% des Européens ne font pas confiance à leur gouvernement, contre 59% qui ne font pas confiance à l'Union. Donc finalement, il faut bien voir que c'est moins l'Union qui est impopulaire que les gouvernements européens, parce qu'ils ont échoué, comme je le rappelais dans mon billet tout à l'heure. En réalité, ces gouvernements ont échoué, dans la plupart des cas, sauf la Suède et l'Allemagne et quelques autres, à mener les réformes qui permettraient de retrouver le plein emploi, et du coup, ils sont victimes d'une impopularité qu'ils essayent de dévier sur l'Union européenne en faisant croire que ce n'est pas leur responsabilité, leur échec, cet échec, mais l'Union européenne elle-même, ce qui est évidemment tout à fait frauduleux. Catherine Châtaignoux. Et du coup, l'abstention sera double, c'est-à-dire qu'il y aura une défiance vis-à-vis des partis européens, enfin de la politique européenne, des partis européens, et puis une défiance vis-à-vis des partis nationaux. Donc, d'où le taux d'abstention. Alors, dans le même temps, on le sait, la question européenne est une question qui souvent guide, dit-on, nos réformes nationales, comme par exemple cette fameuse réforme territoriale, Gérard François Dumont, dont vous êtes un des spécialistes, et dont vous vous moquez un petit peu. Vous parlez de l'optimum régional dans un article que vous avez publié il n'y a pas si longtemps sur l'idée que l'optimum dimensionnel régional devait être revu avec des régions françaises plus grandes. Et vous dites au fond que ce sur quoi on s'appuie, qui serait le modèle des réformes à l'extérieur, le modèle européen, il est en fait assez faux, assez obsolète. Il ne correspond pas, dites-vous, aux réalités. Quand on parle de millefeuille, ça ne correspond pas à grand-chose de réel dans la réalité. Alors, effectivement, il y a 2 points à noter. Le premier point, c'est quand on veut engager une réforme de cette importance, il faut quand même faire une étude comparative et voir ce qui se passe dans les autres pays d'Europe et même dans les autres pays du monde. Alors, qu'est-ce que l'on constate dans les autres pays du monde? L'échelon régional, on n'y touche pas. Aux États-Unis, vous avez des États qui sont plus petits que le Limousin. Et dans tous les pays d'Europe, vous avez aussi donc des régions qui ont une superficie ou un nombre d'habitants inférieur aux régions françaises les plus petites ou les moins peuplées. Parce que tout ça est en fait le résultat de l'histoire. Il n'y a aucun pays européen qui a décidé de supprimer la moitié de ces régions ou qui envisage de le faire. Parce qu'en réalité, cette dimension régionale, c'est le produit de l'histoire et il n'y a pas d'optimum régional. Il ne faudrait pas croire que sous prétexte qu'une région est grande, elle va forcément être plus compétitive, elle aura un taux de chômage plus faible, etc. C'est totalement faux. Il y a des régions grandes qui ont un faible taux de chômage, il y a des régions petites qui ont un faible taux de chômage parce que ça dépend beaucoup de la qualité de la gouvernance territoriale de ces régions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la fameuse expression millefeuille. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les millefeuilles, d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on considère que cette expression est nocive. Alors qu'en réalité, premièrement, à l'étranger, lorsqu'on étudie l'organisation régionale des pays étrangers, eh bien, partout, il y a des millefeuilles. Pourquoi il y a des millefeuilles? Tout simplement parce que la nécessité de choisir toujours le bon niveau des décisions fait que l'on a une organisation territoriale à plusieurs niveaux. Et parfois, dans certains pays étrangers, d'ailleurs, le millefeuille est beaucoup plus compliqué que le millefeuille français. Je pense par exemple à l'État de Bavière. C'est un millefeuille très compliqué à comprendre. Et pourtant, il y a 3% de taux de chômage. Donc, est-ce que vous diriez tout de même, comme le disait le Figaro d'il y a quelques jours, du 13 mai, la réforme territoriale est mal partie? Alors je ne sais, en fait je souhaite qu'elle soit mal partie, parce que dans l'aspect millefeuille, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on peut quand même utiliser le mot millefeuille, c'est parce que l'État ces dernières années a aggravé le millefeuille. Il a aggravé le millefeuille, par exemple en multipliant les formes d'intercommunalité. Si vous demandez aux Français, est-ce que vous habitez dans une communauté urbaine, dans une communauté d'agglomération, dans une communauté de communes, vous allez être déçu du résultat. Donc, si vous voulez, déjà là, il aurait fallu créer une seule formule juridique d'intercommunalité plutôt que les démultiplier. Deuxièmement, dans les réformes qui sont évoquées, on ne parle pas du tout de ce qui compose le millefeuille dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les multiples établissements publics, les agences, les associations relais en fait de l'État. On ne dit pas aussi quelque chose de très important. Nous avons en France, donc ces dernières années, voulu encourager l'intercommunalité.
Mais on aurait pu imaginer, dans le cadre de la subsidiarité, que ce soit les régions qui soient responsables d'organiser leur territoire et donc de réfléchir aux intercommunalités. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est l'État avec ses préfets qui a décidé des niveaux d'intercommunalité, des découpages d'intercommunalité. Si vous voulez, on se lance dans une réforme ambitieuse, sans avoir fait un diagnostic des réformes précédentes et sans faire une étude comparative. Et puis vous dites au fond qu'elle reproduit un défaut majeur qu'elle croit au fond combattre avec cette réforme, c'est qu'elle est finalement extrêmement centralisatrice, cette réforme-là, alors qu'elle devrait conduire à l'être moins et aller vers le local. Elle risque d'être doublement centralisatrice. Ce que vous écrivez... Centralisatrice parce que l'État est en fait en train de centraliser, parce que les Français ne savent pas, parce qu'on ne leur dit pas suffisamment, c'est qu'en fait la décentralisation a été une grande réussite en 1982, mais que depuis 1982, il y a eu beaucoup de décisions de recentralisation. Parce qu'en fait, on a une autre fonction publique qui n'a jamais accepté la décentralisation, il faut bien le dire. Thierry Pêche. Moi, je veux bien suivre le raisonnement sur le benchmark européen, comme on dit, en disant est-ce qu'il y a un optimum européen qu'il faudrait suivre? Vous dites non. Bon, en réalité, il y a des pays européens qui se sont aventurés sur les chemins de réforme territoriale. Ils sont assez nombreux, l'Italie, la Suède et d'autres. Bon, mais peu importe. Posons-nous la question de l'efficacité. Pas sur les régions, dit Gérard. Non, bien sûr, pas sur les régions, mais après, il y a les communes, vous en dites... mais justement... je vais vous poser une question, je vous rends la parole tout de suite. Si on se pose la question en termes d'efficacité, on a 226 milliards d'euros dépensés aujourd'hui dans les collectivités territoriales, 70 dans les départements, etc. On a 36 000 communes, on a près de 100 départements, on a 21 régions. Est-ce que c'est efficace tout ça? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui politiquement. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, plutôt que... Oui. Effectivement, il n'y a peut-être pas d'optimum européen, mais est-ce que ça, c'est efficace? Vous avez raison de dire que les régions françaises sont en moyenne plus grandes que les Länder allemands, mais elles sont infiniment plus pauvres. Alors, écoutez, François Dumont. Est-ce que c'est efficace? Premièrement, ce qui est important de noter, c'est que ce qui a réussi en France ces dernières années, ce sont les initiatives locales. Et donc, il ne faut surtout pas les décourager. Donc, si vous prenez les grandes réussites territoriales avec des gouvernances qui ont permis de dynamiser des territoires, si vous prenez les territoires français qui ont les plus faibles taux de chômage, c'est là où il y a eu des initiatives locales. Donc, regardez le modèle de Vitré, regardez ce qui s'est fait avec le Futuroscope, regardez ce qui s'est fait avec Micropolis, regardez par exemple le Festival des Vieilles Charrues de Carhaix, etc. Eh bien, une capitale régionale lointaine et centralisatrice n'aurait sans doute pas imaginé ce genre de projet, n'y aurait cru et ne l'aurait sans doute pas soutenu. Et donc, le problème de l'efficacité, il est là. Il est que, en fait, pour que les gens s'investissent dans leur territoire, il faut qu'ils s'identifient à leur territoire. Or, aujourd'hui, notre découpage régional, même s'il n'est pas parfait, je ne suis pas contre d'ailleurs qu'il soit modifié à condition que cela vienne des initiatives locales. Parce qu'on le voit bien pour l'intercommunalité. En fait, vous avez trois types d'intercommunalités. Il y a celles qui, de toute façon, sont centralisatrices et qui n'ont pas obtenu de bons résultats. Il y a celles qui sont simplement consensuelles, c'est-à-dire que puisque l'État nous a obligés à se mettre ensemble, on se met autour d'une table et puis on se partage le gâteau. Et les seules intercommunalités qui marchent, c'est celles qui sont subsidiaires, où il y a effectivement un projet commun et où on s'occupe au niveau de l'intercommunalité uniquement des problèmes communs à l'ensemble du territoire. Et les départements, vous pensez que c'est un bon niveau d'identification? Je rappelle par exemple les propositions de Manuel Valls pour qu'on les ait en tête, notamment donc suppression du conseil départemental qui était l'ex-conseil général à l'horizon 2021. Le département serait voué à devenir une entité géographique et culturelle, mais sans plus beaucoup de pouvoir. La division par deux du nombre de régions d'ici à 2015 et la refonte de la carte des intercommunalités d'ici à 2018. Et la suppression de la clause de compétence générale qui autorise les départements et régions à investir. Voilà. Alors, concernant les départements, si vous voulez supprimer les départements aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on veut supprimer l'aide sociale à l'enfance? Est-ce que c'est qu'on veut supprimer l'action aux personnes âgées? Est-ce qu'on veut supprimer effectivement l'ensemble de ce que fait aujourd'hui les départements? Je ne le pense pas. Donc là, je suis pas... Si vous voulez, les projets ne sont pas encore assez précisés pour qu'on puisse porter un jugement
jugement. Concernant les départements, là aussi, il n'y a pas de solution nationale qui tienne. La réalité, elle est locale. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez 2 départements qui disent finalement, ça serait mieux qu'on se réunisse comme cela avait été projeté pour l'Alsace, et voté d'ailleurs, et voté en Alsace, moi je dis, mais bien sûr, puisqu'ils s'entendent sur un projet commun. Mais ça ne se produit jamais d'ailleurs, ça n'arrive jamais. Mais si. Non, donnez-moi un exemple où c'était arrivé. Mais si, vous avez en ce moment par exemple 3 départements qui s'appellent le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loire, qui ont engagé tout un processus. Ça ne s'est jamais produit encore aujourd'hui. Si, ça s'est produit. Ça s'est produit dans la mesure... Il y a quand même eu les votes en Martinique, il y a eu le vote en Guyane, et de toute façon, ça ne peut être efficace que s'il y a un projet commun qui est mis en œuvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup déjà d'entente entre les régions ou entre les départements. C'est ça, ce qu'il faut favoriser, c'est la bonne gouvernance. Mais ce n'est pas en faisant du mécano institutionnel qu'automatiquement on va entraîner la bonne gouvernance. Brice Couturier. Or, il y a quand même un contexte politique qu'on a un gouvernement qui cherche à économiser 50 milliards d'euros. Or, on sait bien que, contrairement aux idées reçues, les effectifs de la fonction publique d'État sont en baisse, en réalité. Mais ce qui est en hausse, et ce qui est en hausse de manière continuelle et quasiment inflationniste, ce sont les effectifs de la fonction publique territoriale. Or, ce millefeuille territorial a permis l'embauche d'un nombre excessif de fonctionnaires régionaux, locaux et départementaux, dont aujourd'hui on comprend qu'ils pèsent lourdement sur le budget de l'État. Donc c'est là qu'est le problème, et c'est ça qu'on essaie de résoudre. Le problème peut être facilement résolu. D'abord, la hausse des effectifs des collectivités territoriales, c'est l'État qui en est le premier responsable. Puisque l'État a décentralisé, c'est-à-dire a transféré des compétences aux collectivités territoriales sans transférer le personnel correspondant. Je pourrais vous citer de très très nombreux exemples. Deuxièmement, quand vous parlez de la hausse des services des collectivités territoriales, cela touche surtout les intercommunalités. Or justement, c'est là où je crois qu'il faut être très critique sur la façon dont on a conduit le cheminement des intercommunalités. Troisièmement, vous avez effectivement certains échelons dont de toute façon le champ de compétences et l'importance du travail à faire n'a fait qu'augmenter. En matière d'action sociale, compte tenu des difficultés sociales de la France, qu'il s'agisse à la fois de l'aide sociale à l'enfance, avec par exemple le problème des mineurs étrangers, qu'il s'agisse du vieillissement de la population qui entraîne l'augmentation de l'aide aux personnes âgées. Donc on ne peut pas généraliser, si vous voulez, pour une raison bien simple, c'est que si vous faites le ratio entre, mettons, le nombre de fonctionnaires territoriaux et la population de tel ou tel territoire, vous allez avoir des rapports extrêmement différents selon les territoires. Parce qu'il y en a qui ont été bien gérés et d'autres qui ont été mal gérés. Et vous avez raison de dire que certains, par exemple, ont fait du clientélisme. C'est vrai, c'est vrai. Mais on achète des électeurs. Non, mais la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est très simple. Et d'ailleurs, l'État l'a annoncé. C'est de diminuer les dotations aux collectivités territoriales, ce qui est un bon moyen de les obliger à bien gérer. Mais simplement, cette diminution n'aura d'effet sur l'endettement de l'État que si l'État diminue en même temps d'autant aussi. Enfin, cela dit, vous disiez dans Atlantico du 14 mai avec une interview croisée de Philippe Crevel, que ce sont les collectivités locales qui sont les principales sources de création d'emplois publics, voire d'emplois tout court aujourd'hui. Est-ce que la réforme du millefeuille territorial concerne ça directement? Est-ce qu'elle est amenée pour amplifier? Alors ça, je ne sais pas. Je vais vous donner un dernier exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Depuis le 1er janvier 2014, l'État a enfin décidé que c'était les régions qui allaient gérer les dossiers concernant la politique régionale européenne. Ce qui, à mon avis, est tout à fait une bonne chose. Eh bien, à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire au mois de mai, l'État n'a toujours pas transféré les personnels de l'État qui étaient en charge de ces dossiers vers les régions. Donc là, on a besoin, si vous voulez, d'étudier beaucoup plus finement que utiliser des arguments trop généraux. Et comme nous sommes à France Culture, moi je suis quand même obligé de constater que beaucoup de discussions actuelles relèvent plutôt d'une inculture ou d'une acculture géographique. Thierry Pêche, Brice Couturier, pour le dernier je voudrais rassurer les auditeurs, il n'a jamais été question, en supprimant les départements, de supprimer l'aide sociale, l'aide aux enfants, les OPO, tout ça c'est... Pardon, c'était un petit moment de démagogie, si vous permettez ce commentaire. Catherine Châtignoux.
Non, je n'ai pas vraiment de commentaire. Sauf que les régions sont le réceptacle des milliards et des milliards du budget européen à travers les fonds européens de développement. Donc effectivement, je ne sais pas qui les gère, mais ce sont des... Depuis le 1er janvier 2014, ce sont les régions qui géreront elles-mêmes la politique régionale européenne, alors qu'avant, elles étaient obligées de passer par l'État. C'est quand même eux qui faisaient des propositions, c'est ceux qui montaient les projets quand même. C'était tout le problème français. Elles montaient les projets et après, c'est l'État qui les bloquait. Exactement. Mais c'est ce qui fait que les deux sujets sont... On n'utilisait même pas la totalité des fonds européens. Mais que les deux sujets sont évidemment reliés entre ce scrutin européen et cette question donc de réforme territoriale sur laquelle nous reviendrons, si tant est que nous y reviendrons, puisque certains promettent qu'au fond, elle n'aura une fois de plus jamais lieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard François Dumont, je rappelle, vous êtes président de la revue Population et Avenir, professeur à Paris 4. Et merci Catherine Chatignoux, vous êtes, je rappelle, journaliste aux Échos et vous publiez avec Renaud Honoré L'Europe au banc des accusés, pour en finir avec les idées reçues, publié chez Plomb. Puisqu'il est question d'Europe et de Bruxelles et de la France...